Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, une bonne semaine. Écoutez, donc aujourd'hui on va faire le point comme d'habitude hebdomadaire et il y a pas mal de choses à dire sur le plan déjà crypto, effectivement Bitcoin, VeChain, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir et surtout sur le plan économique qui en fait impacte déjà on voit hein, la partie crypto avec notamment l'embrasement là en Iran-Israël et en plus avec j'ai su là ce matin l'arrivée des États-Unis dans la guerre. Alors là, c'est vraiment le scénario que peut-être pas grand monde avait vu venir, déjà, en une semaine, hein. Mais surtout l'arrivée en plus des États-Unis avec Trump qui quand même avait fait une promesse aux Américains, c'est de jamais déclencher de nouvelles guerres entre les États-Unis et notre pays tiers au niveau mondial, eh bien c'est raté. Donc là, on voit que Trump franchement, est passé dans le camp du mal, quoi. Bon, non, j'exagère, mais bon, voilà, il y a des surprises comme ça qui passent, et forcément, bah, il y a des impacts sur les marchés, parce qu'il va y avoir des impacts sur le pétrole, il y a déjà encore des impacts, on va voir le cours du pétrole aujourd'hui, ça va forcément impacter la géopolitique mondiale dans le sens où là, si en réponse aux attaques des Américains sur l'Iran, au niveau des bombardiers, eh bien, est-ce qu'on va avoir une fermeture du détroit d'Ormuz? Et là, c'est la grande question, parce que s'il y a une fermeture de ce détroit, c'est le bordel. Je vous le dis direct, faudra s'attendre à, en fait, un choc pétrolier digne de 1971. Bon. Donc, tout ça fait que les dés sont en l'air. La crypto-monnaie, du coup, ben, là, je pense que tout est en train de dévisser là aujourd'hui avec justement l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. Alors, est-ce que ça va être une guerre poussée je pense pas, ils n'ont pas les moyens de mettre des soldats sur le sol, mais ils vont aider du coup l'Israël avec tous les moyens possibles apparemment. Donc bon, bah, voilà quoi. C'est parti pour quand même s'installer peut-être. Bon, voilà, donc on voit bien que c'est le bordel quand même au niveau mondial et que c'est pas encore prêt de s'arranger, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Pour ce qui est de la crypto, là par contre il y a encore des bonnes nouvelles, hein, malgré la correction actuelle qui est normale, puisqu'on a des nouvelles là, d'une nouvelle guerre en fait, voire troisième guerre mondiale, on a deux doigts de se poser la question. Donc c'est normal, ça tangue un peu, mais sur le long terme, encore une fois, quand on dézoome les choses, vous verrez, c'est plutôt du positif, puisque je vais vous montrer les chiffres, et moi je reste convaincu, encore une fois, peut-être contre vents et marées, hein, mais sans obstination, c'est vraiment parce que je me fie aux chiffres et aux données macroéconomiques en fait. Bon, donc je vais vous expliquer tout ça. Après, libre à vous de partager ou non mon avis, parce que je rappelle, hein, je ne suis pas un conseiller financier, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas capable de lire l'avenir. Donc, faites votre propre opinion, votre propre analyse des choses avec les chiffres que je vais vous donner. En fait, et faites vos propres recherches également, très important. Bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, je vous propose de continuer et c'est parti. Allez, je continue avec donc le rapport de Farsight Investors que vous connaissez sur les ETF Bitcoin Spot et regardez un petit peu, voilà, quand je vous dis qu'on a quand même des données macroéconomiques, même au niveau des capitaux entrants sur les ETF Bitcoin Spot, eh bien on a été qu'en positif cette semaine malgré le conflit, vous voyez, Iran-Israël et désormais, alors j'aimerais bien voir l'impact, on va attendre de voir l'impact de l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran, ce lundi, donc demain, mais entre-temps, cette semaine, ça a vraiment été très positif malgré les roquettes échangées entre Iran et Israël. Bon, donc vous voyez que là, on a un total quand même de 46,6 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot et c'est un nouveau record. On a un nouvel atterrage de capitaux entrants, tandis que le prix du Bitcoin, lui, est en train de chuter entre guillemets et que les altcoins dévissent. Donc il se passe quelque chose quand même. Et donc les institutionnels, que font-ils? Eh bien, ils continuent d'acheter pendant que les particuliers en fait vendent. Bon, donc c'est toujours le même scénario, vous voyez, qui se dessine et les institutionnels continuent de faire confiance au Bitcoin. Encore plus loin, donc là je passe au rapport de Farsight Investors sur les ETF Ethereum Spot cette fois et regardez là aussi c'est positif parce qu'on a eu une semaine quasiment à part le 13 juin 2025 avec 2,1 millions de flux sortants, ben, le reste c'est que du positif et donc regardez on a 3,9 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot, là aussi nouveau record. Donc on voit bien que les capitaux sont en train vraiment de se diriger vers ces ETF-là, alors qu'on avait eu, souvenez-vous, il y a il y a 2 mois, carrément des sorties massives sur les ETF, à la fois Ethereum, à la fois Bitcoin. Là, c'est l'inverse, alors que on a un contexte géopolitique quand même morose, même catastrophique, si je pour, pour dire ce qui est.
Et voilà, donc c'est plutôt intéressant. Bon, donc rien que sur ça, déjà, on voit que les institutionnels, en fait, accélèrent l'entrée des capitaux sur ces marchés-là. Bitcoin, mais également Ethereum. Donc, c'est l'ensemble du marché crypto, quelque part, qui attire les capitaux des entreprises. Donc, c'est là où on dit, OK, d'un côté, vous avez la panique, les prix qui peuvent baisser, mais de l'autre côté, vous avez des capitaux entrants. Donc, à choisir. Voilà, là, c'est à choisir un peu sa stratégie. Mais du coup, là, je vous passe les articles pour vous dire. Donc, un article de journalducoin.com. Bitcoin, cette grande banque lance un produit de rendement Bitcoin pour les institutionnels. Voilà, et cette banque, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la Arab Bank Switzerland. Donc, des nouvelles comme ça s'enchaîne toutes les semaines. Souvenez-vous, vous regardez mes présentes vidéos, c'est ça tout le temps. C'est les institutionnels vraiment ne savent plus comment faire pour se jeter sur le Bitcoin. Là, j'ai un autre article de cryptost.fr. Nous conseillons nos clients particuliers sur le Bitcoin. Cette célèbre banque assume sa position sur la crypto. Là aussi, BBVA, donc banque suisse, conseillait à ses clients depuis plusieurs mois sur le Bitcoin. Donc là, on ne savait pas. Donc la banque recommande en fait une allocation de 3 à 7% pour tous en fait les clients particuliers de la banque. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même la folie dans laquelle on se dirige. C'est-à-dire que maintenant même les banques traditionnelles commencent en fait à conseiller aux particuliers, à leurs clients d'investir dans le Bitcoin. Mais jamais de la vie on aurait pu penser ça il y a 10 ans, même il y a 5 ans. C'était l'inverse même. Tout le monde disait fuyez le Bitcoin, c'est pour les criminels. Donc vous voyez le changement quand même de paradigme social est encore plus fort à un moment où aujourd'hui donc on a un Bitcoin qui est au-dessus quand même des 100 000 $, avec un contexte géopolitique qui est propice aux valeurs refuges et pas du tout aux valeurs risquées. Et malgré ces contextes-là propices aux valeurs refuges, on pourrait penser que, ben, au contraire, les institutionnels valideraient encore plus leur discours anti-Bitcoin en disant c'est trop risqué, n'allez surtout pas là. Et voilà, on commence malgré tout à avoir l'inverse. Donc le Bitcoin est vraiment en train d'être adoubé comme valeur refuge par excellence, au même titre que l'or et voire même les bons du trésor américain qui ont été universels. Enfin, la direction des capitaux universels depuis des dizaines d'années. Autre article de cointribune.com, Bitcoin, donc les baleines accumulent, les petits porteurs fuient par crainte, toujours pareil. J'ai même pas besoin d'épiloguer, je vous dis ça toutes les semaines où j'annonce ça. On voit bien qu'il y a de moins en moins en fait de particuliers sur le marché et de plus en plus d'institutionnels. Et donc les particuliers se font piéger, les institutionnels piègent pour justement récupérer un maximum de Bitcoin. Voilà. Et donc là, dans notre article de Cointelegraph France, le nouveau refuge des marchés n'est plus l'or, ni les bons du trésor, mais le Bitcoin. Et on le voit bien. Et c'est vrai. C'est vrai dans le sens où, ben, vous le voyez, depuis que je vous fais les vidéos, on voit bien que tous les capitaux en termes de puissance et de vitesse de capitaux dans des actifs, eh bien, ils ne se dirigent pas forcément vers l'or. Alors, l'or a augmenté, donc oui, il y a des capitaux entrants sur l'or, hein, qui sont très significatifs. Les bons du trésor américains aussi. Mais la palme d'or, même pour le plus gros ETF mondial de l'histoire, qui n'a jamais été aussi performant, c'est les ETF Bitcoin de BlackRock, notamment avec 70 milliards d'entrées en l'espace de plus d'un an. Voilà, ça c'est du jamais vu. Donc, pour vous dire que là, effectivement, quand on associe en fait les événements et les éléments les uns après les autres, on se dit qu'effectivement le Bitcoin est en train de remplacer l'or et les bons du trésor américain en termes de diversification de valeurs refuge. Voilà, donc dinguerie en fait. Bon, je continue toujours avec le Bitcoin en tapant un article de bitcoin.com news. Semler scientifique dévoile une ambition de 105 000 bitcoins, repoussant les limites de la stratégie de trésorerie. Donc là, Semler scientifique vient de dévoiler qu'elle a l'ambition de devenir number 2, en fait, en termes de détention de bitcoin pour une société. Parce que je rappelle que la plus grosse société au monde qui détient le plus de bitcoin actuellement, c'est la société de stratégie de Michael Saylor avec plus de 500 000 bitcoins. Bon, donc Semler scientifique annonce donc atteindre cet objectif, mais pas d'un coup. Là, ils ont commencé avec 10 000 bitcoins et ils vont finir avec un objectif sur 2027 voire 2030 d'atteindre l'objectif des 105 000 bitcoins. Donc là aussi, quand je vous dis qu'on est qu'au début, imaginez cette entreprise qui a dévoilé sa feuille de route d'achat de bitcoin a actuellement 10 000 bitcoins. On parle d'un objectif de rendement et de financement de x10 d'ici 2 à 5 ans. C'est demain, hein, c'est demain dans l'échelle institutionnelle. Donc imaginez d'ici 5 ans le poids mastodonte qu'auront les institutionnels dans l'achat de Bitcoin. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Bitcoin pour tout le monde. Voilà. Donc quand je vous dis que je suis convaincu que dans
minimum 5 ans, on aura un Bitcoin à 1 million de dollars, c'est pas sorti du chapeau, c'est que c'est porté justement par les capitaux institutionnels. Et encore, je ne parle même pas des gouvernements. Je ne parle même pas de la réserve stratégique du Bitcoin. Bon, mais avec Trump, là, de toute façon, qui fait les allers-retours, franchement, il est bipolaire, j'en sais rien, le bonhomme, clairement. Ou alors, il est pris en otage ou il est en chantage. Ça, c'est une possibilité également s'il trempe dans les affaires Epstein et tout. Peut-être qu'il est... Parce qu'étonnamment, enfin, c'est vraiment très étonnant, la politique de Trump. On dirait qu'il y a deux personnes aux manettes, quoi. Voilà, il décide de quelque chose, il revient dessus. Donc, est-ce que le Bitcoin, il va pas faire la même chose? Voilà, ça c'est quelque chose. Je peux me poser la question pour le coup, négatif, hein, clairement pour la crypto, pour le coup, sur cet aspect-là, parce que Trump est quand même très inconstant au niveau de sa feuille de route, de ce qu'il a annoncé, même bon, voilà. Donc, être vigilant sur la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Est-ce qu'on la verra concrètement un jour? Eh bien, du coup, maintenant, j'ai un doute. Vous voyez? Maintenant, j'ai un doute, hein, je peux vous le dire clairement. J'espère me tromper. Mais voilà, est-ce que c'était que du marketing et qu'on n'aura rien d'autre derrière? C'est une possibilité d'ailleurs avec, quand je vois le comportement de Trump. Alors après, ça dépend de son équipe autour, ou même de Bohin, le directeur des crypto-assets aux États-Unis, si il tient la route ou pas. Voilà, ça dépend de plein de choses derrière. Mais bon. Donc voilà, pour vous dire en tout cas, sur la partie institutionnelle, entreprise et même certains gouvernements qui ont déjà comme le Salvador, même le Brésil ou autres, on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus poussé pour le Bitcoin. Et ça s'accélère. C'est ça que je veux dire. C'est que le début parce que ça va s'accélérer, ça s'accélère. Et je vais vous montrer comment d'ailleurs, pourquoi derrière, vu que j'ai un petit tableau en fait, qui répertorie toutes les entreprises, non, plus de 100 entreprises en fait, qui possèdent à elles seules quasiment déjà 1 million de Bitcoin. Donc, comme je vous disais, regardez, là, ça a un tweet de Cointelegraph, donc plus de 100 compagnies d'entreprises détiennent collectivement 830 000 Bitcoin. Donc, regardez que dans le top, en fait, 100, on va dire, les entreprises, donc le top même 34, hein, comme vous voyez sur la première partie du tableau, c'est surtout des entreprises américaines qui détiennent du Bitcoin, avec donc stratégie, comme je vous le disais, 592 000 Bitcoin, et derrière, vous n'avez rien avant 49 000 Bitcoin. Mais ça, c'est vraiment pour les entreprises, hein. Je ne parle pas des gestionnaires d'actifs comme BlackRock, qui eux, sur les ETF, détiennent également plus de Bitcoin que stratégie, encore. Vous voyez, donc là, on va dire qu'en accumulant rien que les gestionnaires d'actifs et les entreprises, on est déjà à plus de 2 millions de Bitcoin détenus uniquement par les institutionnels, et ça en l'espace de combien de temps? En l'espace d'1 an. Je rappelle que la total supply de Bitcoin, donc universel, mondial, et ne peut pas créer de Bitcoin en plus au niveau des jetons, c'est 21 millions de jetons. Là, en une année, on a, avec les institutionnels et tout ce qui est l'aspect, donc gestionnaire d'actifs gouvernemental, on va dire, on prend ces eaux-là, on est déjà à plus de 2 millions de bitcoins détenus par les institutionnels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même la vitesse à laquelle ça, et ça s'accélère. Voilà, ça s'accélère. Donc, quand je vous dis qu'il n'y aura pas assez de bitcoin pour tout le monde, il va y avoir un choc entre l'offre et la demande, c'est pas pour rien. C'est qu'on voit bien que mathématiquement, il y a un moment où nous particuliers, il faudra qu'on mette 1000 euros, enfin, ou 10 000 euros pour avoir 0,0001 bitcoin, quoi. Voilà. Ça paraît évident vu comment c'est parti. Et ça continue. Et là, vous avez compris que le marché, il est fragmenté surtout sur le Bitcoin pour l'instant au niveau occidental. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis, alors il y a le Japon, oui, c'est l'Orient, mais le Japon, moi je le considère dans l'Occident parce qu'il a toujours été, on va dire, considéré occidental, on va dire, voilà, au niveau de l'Asie. Après, vous avez quand même un peu le Vietnam, Chine, vous avez l'Allemagne, vous avez donc la France, The Blockchain Group, on est représenté quand même, ouais. Donc au moins ça, grâce à The Blockchain Group, on est en 23e position et 1471 Bitcoin. Vous voyez? Donc il y a beaucoup d'entreprises, donc là on voit tout le Canada, donc la majorité d'entreprises, c'est des entreprises effectivement occidentales. Après, vous avez aussi des entreprises comme le Brésil, la Corée du Sud qui arrivent. Vous avez également tout ce qui est les entreprises du BRICS qui vont arriver. Je ne serais pas étonné que le Qatar, l'Arabie Saoudite, on va les voir arriver en masse. Et quand ça va arriver, ce sera à coût de dizaines de milliards. On ne va pas comprendre. Voilà. Donc quand je vous dis qu'on n'est qu'au début, c'est vraiment qu'on n'est qu'au début. Bon, et le monopole, par contre, est vraiment des entreprises américaines. Ça, c'est pas cool. Et je ne parle même pas de BlackRock et compagnie, encore, c'est encore pire. Bon. Donc pour vous dire, on n'est pas assez bullish, en fait.
Voilà, donc il faut être patient. À mon sens, il faut être patient pour après avoir une répercussion sur les prix. Après, au niveau des altcoins également, bah, là, c'est vrai qu'on est dans une période morose où en fait, c'est Ethereum maintenant qui fait un peu le prix, la pluie et le beau temps, on va dire, sur les altcoins. Mais c'est vrai que le Bitcoin commence à se décorréler un petit peu quand même. Ou comme il monte, et puis il monte pas assez vite, ou pas comme avant, eh bien, les répercussions sur les altcoins sont désastreuses parce que quand ça range au niveau du Bitcoin qui fait un moins 5%, donc un moins 5% sur le Bitcoin, c'est rien du tout, mais derrière les altcoins, eux, dévisent de moins 10%. Et c'est là où ça fait mal en fait. Donc je pense qu'on est vraiment en train de payer tout ça. On a un peu un changement de comportement du marché parce qu'on a l'arrivée des institutionnels et en fait, qui sont en train de stabiliser quelque part un peu le marché de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Ou du moins de le rendre plus long sur le temps. Donc on a des cycles plus longs et donc avec de la stabilité quelque part ou des variations de moins 5 plus 5 qui sont désastreuses en fait pour les altcoins quand ça va à la baisse. Voilà. Bon, ben, c'est une hypothèse, hein, mais c'est un peu ce que je constate quand même et ça explique aussi pourquoi les altcoins prennent aussi cher sur ce cycle malgré qu'on normalement devrait être un peu run quoi. Bon. Ensuite, je continue. Donc là, Bitcoin long term holder en position en termes de position nette. Et regardez, donc on n'a jamais eu autant en 30 jours. Hein, en 30 jours, on a eu plus de 881 578 Bitcoin ajoutés sur la position des holders long terme. C'est les personnes qui achètent sur le long terme. On voit bien, et ça, c'est majoritairement du coup les institutionnels aussi, toujours. Bon, allez, je continue. Un autre indicateur un peu de performance intéressant, c'est-à-dire c'est la balance, c'est-à-dire le nombre de bitcoins encore disponibles sur les plateformes exchange. Et regardez, on a encore atteint un plus low, c'est-à-dire un plus bas historique. Donc vous voyez, et sur l'espace de quand même plusieurs années. Donc ça, c'est la courbe, là, le graphique, va jusqu'en 2022. Et on voit que depuis 2022, eh bien, en fait, il y a de moins en moins de bitcoins disponibles sur les plateformes exchange. Alors, il y en a encore beaucoup, vous voyez, sur les plateformes exchange. Il y a une réserve aujourd'hui encore de 2 490 000 bitcoins. Bon, ça va. C'est pas genre 2000 bitcoins qui restent. Non, il en reste quand même pas mal. Sauf qu'en 2022, on avait quand même 3 307 000 à disposition. Donc on voit qu'on a quasiment perdu 1 million quelque part sur les plateformes exchange. Il y a eu une razzia de quasiment 1 million de bitcoins qui sont partis dans les cold wallets, sur des portefeuilles décentralisés, enfin plein de choses. Ça veut dire donc du coup qui sont dans les mains, sur les clés Ledger par exemple, les cold wallets, donc dans les mains des milliardaires institutionnels ou particuliers également qui ont acheté du bitcoin. Donc là la tendance générale est à l'achat de bitcoin, elle n'est pas à la vente. Et pourtant, le prix est très haut. Le prix atteint plus de 100 000 dollars. Hein. Ça veut dire que la tendance là, actuelle, c'est de se dire le Bitcoin, même s'il a dépassé les 100 000 dollars, on veut en acheter. On veut en acheter. C'est ça. Donc, et c'est ça qui est étonnant. C'est de voir, malgré le prix, bah, ça continue, quoi. Bon. Allez, notre tweet, note de Justin Danetan cette fois. Donc là, sur, très intéressant, la Global Liquidity Index. Donc je rappelle, le Global Liquidity Index est un indicateur qui permet de mesurer en fait l'impression d'argent global monétaire au niveau mondial. Donc plus la planche à billets fonctionne au niveau mondial, plus les banques centrales doivent imprimer de l'argent pour financer leurs dettes, parce que c'est toujours lié à la dette, hein, toujours c'est l'impression d'argent, et en plus elles doivent imprimer de l'argent, et donc ça fait monter le Global Liquidity Index. Et vous voyez que depuis par exemple là sur le graphique on a une échelle jusqu'à 2023, et bien cette impression monétaire n'a pas cessé d'augmenter. C'est la courbe en noir. Vous voyez le global M2 en milliards de dollars, eh bien, ou même trillions de dollars, c'est cette courbe en noir. Et regardez, ça n'a pas cessé d'augmenter. Et c'est normal, parce qu'on a traversé les crises, on a traversé le Covid, donc il a fallu imprimer de l'argent. Aujourd'hui, on fonctionne que sur la dette, donc on imprime toujours plus d'argent pour justement essayer de combler cette dette. Mais le problème, c'est que plus on imprime de l'argent, plus on fait dévaluer cet argent à l'infini, puisque cette impression d'argent est infinie. Donc, mais si on arrête maintenant de le faire, d'imprimer cet argent, eh bien c'est la fin des haricots, c'est-à-dire que c'est le mur, qu'il n'y aura plus de liquidité quelque part. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui face à un vrai problème au niveau civilisationnel, au niveau économique, c'est qu'on est en train d'assister en fait à une chute de la valeur de notre argent, et c'est pas forcément à cause des guerres, c'est pas à cause de la guerre russe-Ukraine, c'est pas à cause du Covid, même pas ça, non, c'est à cause vraiment de l'impression monétaire d'argent.
Et ça, de façon abusive par nos gouvernements et nos banques centrales qui vont shooter la valeur de l'argent. Et donc, c'est pour ça que on voit vraiment nos grands-parents, ils vivaient après avec gagné peut-être 3 fois rien au niveau, c'était du franc à l'époque, mais même quand c'était en euros, dans les années 2000, bah, ils vivaient beaucoup mieux avec 10 000 euros. Ça, c'était pas les mêmes 10 000 euros à l'époque que les 10 000 euros aujourd'hui. Les 10 000 euros de l'époque, c'était peut-être l'équivalent de 20 000 euros aujourd'hui, voire 15 000. Voilà. Et là, le vrai problème. Et donc, si vous ne contrez pas cette inflation, eh bien, vous faites pulvériser au niveau de votre argent, en fait. Au niveau de votre épargne qui est stockée en banque. D'où l'intérêt d'investir derrière, pour aller plus vite que cette inflation et donc cette impression d'argent. Et regardez, que nous dit encore cette Global Liquidity Index sur les événements très récents. Vous voyez, le tweet date du 20 juin 2025, donc il y a 2 jours, mis à jour. Eh bien, le Global Liquidity Index a atteint un nouveau record. Un nouveau record, encore une fois. Et donc ça, c'est très bon pour le Bitcoin, puisque regardez la corrélation avec le prix du Bitcoin en RHS. Regardez la courbe jaune ou orange, là, je sais pas, moi je vois pas bien les couleurs. Donc courbe en orange, eh bien on voit que le Bitcoin suit de façon très étroite en fait la tendance de l'évolution du Global Liquidity Index mondial. Voilà. C'est prouvé là. Et on voyait même que là, quand ça baisse, eh bien, regardez, on est en train d'assister à une baisse des prix du Bitcoin là, actuellement. C'est fou quand même. Alors après, c'est pas exactement, mais il y a un décalage aussi dans le temps, puisqu'on voit que là, le Global Liquidity Index est vraiment à la hausse et le Bitcoin est encore un peu à la traîne par rapport à cet indicateur de performance. Mais du coup, logiquement, si on continue sur cette tendance avec un suivi et une corrélation forte entre le Global Liquidity Index et le Bitcoin, eh bien on devrait continuer à avoir une augmentation du Bitcoin à l'avenir. Et effectivement, et on se retrouverait, ça colle encore une fois, si les deux courbes continuent d'être corrélées l'une par rapport à l'autre, eh bien on devrait trouver un Bitcoin autour des 112 000 dollars, 120 000 dollars, voire plus même d'ici les prochains mois. Voilà. Donc on devrait atteindre un nouvel ATH et c'est pas du coup déconnant par rapport en plus au contexte géopolitique et tout. C'est là où c'est intéressant. Voilà. Bref, donc ce sera tout pour Bitcoin aujourd'hui, mais là, moi, ma conviction profonde, c'est que j'y crois toujours. Et j'y crois d'autant plus, et même je suis en train presque de passer intercycle peut-être, parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin n'a plus peut-être la même saveur, la même essence qu'il y a au précédent cycle, c'est-à-dire il y a 4 ans. Dans le sens où aujourd'hui, le Bitcoin est vraiment devenu plus qu'un actif, en fait, sur lequel miser pour gagner de l'argent, entre guillemets, ou pour contrer l'inflation, ou pour investir, etc. C'est vraiment devenu une valeur refuge. Et là, l'intérêt, et je pense qu'aujourd'hui, avec maintenant, comme ça part en vrille au Moyen-Orient et qu'on ne sait pas comment ça va évoluer concrètement, eh bien, avoir en plus de l'or, en plus de l'argent, du Bitcoin, c'est de moins en moins déconnant, quoi. Voilà, ça permet de protéger son patrimoine quelque part en diversifiant dans des valeurs intéressantes et pas identique sur le plan intrinsèque. C'est-à-dire que le Bitcoin reste numérique malgré tout, donc plus pratique à dépenser quelque part que l'or et l'argent qui eux restent physiques. Et surtout, moi je les conseille, enfin à mon humble avis, faites ce que vous voulez, mais tout ce qui est les ETF, notamment Bitcoin, va de rétro surtout, voilà, parce que c'est pas du tout l'utilité, vaut mieux avoir du Bitcoin et le poser sur sa clé Ledger, là vous êtes maître de votre Bitcoin. Et pareil pour les ETF sur l'or et l'argent. Attention, c'est-à-dire que l'ETF or et argent, en fait, vous achetez quelque part de l'or papier et de l'argent de papier, quoi. Aucun intérêt. Si c'est pour acheter de l'or et de l'argent, il faut l'avoir en physique. Bon, c'est ça l'intérêt de l'or et de l'argent aussi. Voilà, mais en tout cas, sur ces trois actifs-là, valeur refuge, franchement, c'est intéressant au moins de s'y pencher là-dessus pour essayer de diversifier son patrimoine de valeurs refuge en plus du franc suisse monnaie fiat. Comme ça, vous avez à peu près un panel, en tout cas moi c'est ma conviction personnelle là-dessus. Bon, sur ce, je continue, donc comme d'habitude là, je passe au VeChain, vous savez, donc on va avoir, je rappelle, la semaine prochaine, ben oui, il ne reste plus que 8 jours, 8 ou 9 jours, suivant si c'est le 30 ou le 31, puisque au 1er juillet, on a ça y est la première partie de la phase renaissance du projet VeChain. Enfin, on commence à avoir vraiment des effets concrets, et je rappelle du coup que pour cette occasion-là, il y aura 3 nouveaux éco-nodes, comme ils appellent ça, qui commenceront à partir de 10 000 VeChain, donc vous aurez la possibilité de staker en fait
10 000 VChain uniquement pour avoir des rendements en VTHO ou en autre VChain. Alors ça, je n'ai pas vu exactement, mais je crois que c'est en VTHO. Et voilà, et donc vous aurez des récompenses de x1 en fait par rapport à ce que vous misez. Après, vous aurez le Lightning Node avec 50 000 VChain stakés, donc là on commence à aller un peu plus haut. 1,15 en termes de récompenses. Et enfin le Flash Node avec 200 000 VChain. Et là, c'est 1,3 au niveau des récompenses. Voilà. Donc ça y est. La mise à jour arrive, on va voir les impacts sur VChain, j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles sur les impacts, sur l'attrait même des institutionnels sur VChain, ce qui est un peu la ramasse en ce moment, il faut le dire, malgré le fait que, bon, on a quand même de plus en plus de portefeuilles qui viennent s'ajouter à l'écosystème de VChain, donc on voit qu'il y a un attrait, mais je pense que c'est un attrait, à l'inverse par exemple du Bitcoin, où c'est un attrait institutionnel surtout, et bien VChain c'est peu un attrait particulier pour le coup, avec des personnes en fait qui sont curieuses peut-être d'utiliser l'application VBTRDAO ou qui veulent gagner de l'argent, du B3TR, en faisant des actions de la vie tous les jours avec des tokenisations, vous savez, du RWA, d'actions tokenisées quoi. Voilà, donc là on a 9 169 153 adresses, portefeuille. Voilà, on voit vraiment qu'on a eu une explosion nucléaire depuis début d'année 2025, clairement, puisqu'on a doublé quasiment le nombre de nouvelles adresses. En termes ensuite de jetons, c'est-à-dire de nouveaux de détenteurs de holders sur VChain, eh bien on voit que là on commence à monter un peu, on a 1 686 000. On a gagné cette semaine 1000 holders sur le VChain, youpi quoi. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, mais on voit qu'effectivement il manque toujours une poussée attractive sur le token VChain. VTHO par contre, on continue d'avoir un bon momentum de croissance et surtout c'est le B3TR. Le B3TR, je crois qu'on a gagné quasiment 100 000 nouvelles adresses en une semaine. Bon, et après tout le reste c'est partagé avec d'autres projets. Bon, donc c'est là où c'est intéressant pour VChain. Allez, je continue, donc ce sera tout pour VChain. Voilà, je fais très vite, parce qu'il n'y a pas non plus de nouvelles mirobolantes, ni de projets, ni de comment s'appelle, de nouvelles de brevets, tout ça. Mais dès que ça passe, je vous ferai le topo. Et surtout la semaine prochaine, non, je crois qu'on n'aura pas encore la mise à jour effective pour la prochaine vidéo. Ce sera un dimanche, ouais, ce sera pas bon. Mais donc dans 2 semaines, je vous ferai vraiment le topo sur comment s'est passée la mise à jour et tout là-dessus. Bon, je pense que je vais peut-être me faire un petit node EcoNode là, histoire de voir comment ça marche, pour vous faire le topo derrière quoi. Allez, donc je continue, cette fois je passe à l'intelligence artificielle et là aussi il y a pas mal de choses à dire, notamment avec iTear. iTear que je vous ai présenté je crois il y a 2 semaines, rapidement sur le projet qui pour moi est le concurrent parfait de Render. Render, vous savez que quand même subi une énorme poussée en avant médiatique, également au niveau des prix, mais qui est largement moins soutenu par les capitaux que le projet iTear. Donc iTear, là où c'est intéressant, c'est que depuis un an, donc là vous voyez dans le tweet de iTear, la société, avec 806 000 followers, donc basé sur l'intelligence artificielle, je rappelle. Donc iTear a simplement construit en fait la plus large infrastructure de GPU décentralisée au monde. Et c'est vrai. C'est-à-dire que là, ils font pas quelque chose pour se vanter ou tout. Non, c'est vrai. C'est là où c'est très intéressant. Et surtout, ils ont déjà engrangé plus de 150 partenariats avec ce qu'ils appellent des innovateurs du Web 3.0. Voilà. Et là, vous voyez, donc, ils ont fait un petit article avec justement tous les partenaires, en tout cas tous les plus gros partenaires. Alors, il y en a 150, donc bien sûr, on va pas tous les voir un par un, mais déjà quelques-uns, d'ailleurs ils l'ont fait. Vous voyez, notamment il y a EigenLayer. Donc avec tout ce qui est EigenLayer, voilà, ils ont déjà ça qui permet de créer en fait des applications et des agents autonomes directement à partir de leur infrastructure. Voilà, donc ils disent que le ATH, donc à la fois la société iTear et à la fois la crypto-monnaie ATH, que je rappelle que le jeton de la crypto-monnaie créée par iTear, c'est le ATH. Voilà, donc c'est développé sur Solana. Donc voilà, donc en plus ils sont sur quand même la blockchain, on va dire numéro 2 au monde derrière Ethereum en termes de smart contract et compagnie. Bon, pour l'instant en tout cas.
Et surtout, ils sont en train de viser le marché de l'intelligence artificielle, du gaming, du RWA et de l'infrastructure Web3. C'est pour ça que je trouve extrêmement intéressant ce projet Altair, parce qu'on voit bien que là, avec Plume Network, notamment un très bon projet du RWA, mais également donc, la Phil Foundation et Avalanche. Et il y a d'autres projets, et donc tout simplement dans le RWA. Donc là, on est en train vraiment d'avoir un combo de malades entre l'intelligence artificielle, le gaming, le RWA et tout ce qui est les infrastructures du Web 3.0. Et en fait, Altair permet justement de fournir de la puissance de calcul pour tous ces projets-là. Je ne serais pas étonné qu'ils supplantent largement Render, par exemple, sur ce domaine-là. Bon, donc après, ils ont lancé d'autres partenariats. Par exemple, ils ont lancé un projet, un programme de 10 millions de dollars, tranquille, avec XAI Games et XPLA Official. Donc, c'est tout ce qui est, vous voyez, des sociétés qui permettent en fait de générer des applications, développement au niveau du gaming. Pareil. Bon, donc c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font, et surtout dans le laps de temps très court. Et donc là, je vais vous remontrer un petit peu. Donc là, ils ont fait un article à Altair pour vraiment officialiser la chose sur leur site internet. Donc je vais vous le montrer. Mais ils ont aussi, je vais aussi vous présenter tous les chiffres. Donc parce que les chiffres sont impressionnants. Donc là, vous voyez, donc, à Altair, bon, c'est en anglais, mais voilà, ils ont présenté donc leur. À la limite, je vous le mettrai en description ouais, de commentaires de la vidéo, comme ça vous aurez la possibilité, si vous voulez, de le lire en entier. Mais ce qui est intéressant, en tout cas aussi, c'est les chiffres impressionnants qu'ils ont dégagés en quelques années, seulement, voire même en une seule année, à Altair, sur même leur rendement, sur leur chiffre d'affaires annuel par exemple. Ça, c'est assez abusé. Voilà, comme vous pouvez le constater, on a atteint, regardez, un niveau annuel de 141 millions de dollars en fait de revenus annuels. Pour une société, c'est fou. Et regardez, c'est surtout depuis le juin 2024. Donc là, on a l'évolution, regardez, de tout ça. C'est-à-dire qu'en août, donc 2024, ils étaient à 1 million de revenus. Mais regardez, et ça, c'est en direct, c'est-à-dire que c'est par semaine, en fait. Donc après, vous voyez, le graphique, là, c'est par semaine. Et donc là, vous voyez l'évolution ensuite par semaine. Et là, donc, on est passé en un an de 1 million à 11 millions de dollars de revenus, en fait, sur la semaine. Alors, sur le mois, plutôt. Là, ils ont fait par mois. Mais vous avez compris. Donc, en fait, ils ont fait un x10 en un an. C'est des trucs de fou, quoi. Truc de fou. Bref. Et donc après, au total, sur l'année, voilà, ils ont établi un petit record de 141 millions de dollars de revenus. Bon. Et là, c'est après les revenus sur le réseau directement, donc 76 millions de dollars. Et les achats derrière après, au niveau on-chain, c'est 1 milliard 700 000 ATH directement. Donc, on voit vraiment que c'est un projet qui est en pleine expansion. Vous voyez, et ils ont commencé fort déjà, parce que commencer avec 1 million de dollars sur un mois pour une entreprise de ce calibre, au moment où elle commence, c'est une énormité absolue. Mais en plus, voilà, en un an, ils ont réussi à faire un x10. Pour donner un petit peu, l'ordre de grandeur de l'évolution et surtout de l'intérêt dans l'intelligence artificielle et surtout la puissance de calcul. Parce que l'intelligence artificielle de demain, le problème que demande en termes de ressources l'intelligence artificielle, c'est justement les GPU et la puissance de calcul. Donc ce genre de société, la Altair, qui couple à la fois l'aspect blockchain, à la fois l'aspect GPU, ça va être le jackpot, clairement. Donc là, en tout cas, c'est mon avis personnel. Après, je peux me tromper. Vous savez, faites vos recherches sur Altair. Si vous voyez des choses qui ne vous conviennent pas, moi, je demande même, si vous voulez, avec bienveillance, de me le faire rapporter comme ça, bah, je le saurai même pour moi-même. Enfin voilà, mais en tout cas, c'est un projet vraiment très intéressant sur, en tout cas, tous les niveaux, au niveau financier, au niveau de l'équipe derrière le projet, enfin plein de choses. Voilà. Après, à surveiller, comme tout, hein, bien évidemment. Allez, cette fois, je continue au RWA, je passe à Hondo Finance, et là aussi, il y a des belles nouvelles
a annoncé, puisque regardez, donc Ondo a annoncé donc le Global Market Alliance, donc une alliance donc, historique sur tout ce qui est les, vous savez, les wallets et les plateformes exchange. Donc c'est les wallets vraiment décentralisés. Et donc vous avez un peu le schéma ici, hein, des partenariats qu'ils ont fait avec les autres plateformes exchange entre guillemets qui ont des wallets. Que je rappelle que le Trust Wallet, donc c'est un portefeuille cold wallet décentralisé, mais qui est détenu par Binance notamment. Donc il y a quand même des partenariats, notamment avec Binance indirectement. Et donc Ondo Finance, en fait, c'est tout simplement allié avec la fondation Solana. Il y a également, donc après des projets que je ne connais pas hein, forcément, mais vous avez Inch, donc là c'est des plateformes décentralisées, et vous avez plein d'autres projets notamment. Bon. Donc voilà, leur objectif, pourquoi? Là où c'est intéressant, c'est que pourquoi maintenant? Bah, tout simplement parce qu'ils veulent apporter tout ce qui est la tokenisation du monde réel ou le RWA à un niveau mainstream. Et donc, ils font en sorte que l'infrastructure doit être prête. C'est écrit noir sur blanc ici, vous voyez. Donc, ils ne sont pas en train de construire uniquement l'infrastructure pour en fait assurer le pouvoir du futur quelque part, mais ils sont en train de mettre en place des standards au niveau industriel pour le futur de la finance on-chain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme le délire, on est en train d'assister à ça. Et je pense que voilà, on a la chance, vraiment on a la chance juste d'être au courant que ça existe et même de pouvoir, enfin, je trouve hein, personnellement, de pouvoir investir sur ce genre de projet. Parce que je rappelle que Ondo Finance, ceux-là, ils ont des partenariats avec absolument tout le monde. C'est-à-dire BlackRock, je vous l'ai déjà présenté, hein, même Trump, enfin, pour qu'on l'aime ou pas, hein, peu importe, mais Trump. Également maintenant, toutes les plateformes et les portefeuilles décentralisés. Donc là, ils sont en train de devenir un hub extrêmement précis et parfait, justement pour quelque part décentraliser les choses en termes justement du RWA, hein, qui est le but même du RWA, c'est la tokenisation des actifs, des actions, dans VeChain on a vu, mais surtout des actifs pour la finance décentralisée notamment ou centralisée. Voilà un peu où en est Ondo. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'il détaille, voilà là ici, il détaille un petit peu les partenariats avec ces genres de plateformes. Donc chaque partenaire apporte quelque chose d'unique. Ils n'ont pas fait ça au hasard. C'est-à-dire que les portefeuilles comme les wallets BitGet, Trust Wallet et Rainbow Wallet, en fait, sont des portefeuilles de self-custody, c'est-à-dire des cold wallets décentralisés. Il n'y a que vous qui avez accès quelque part. Après, vous avez les portefeuilles type custodian, c'est-à-dire les gardiens, comme BitGo et Fireblocks, qui permettent simplement de faire de sécuriser à un niveau de grade institutionnel quelque part les fonds, le gardiennage quelque part. Et après, vous avez les plateformes décentralisées, ce que je vous disais avec Jupiter et Inch également, First Inch, pour simplifier en fait l'accès programmatique, donc programmation, pour les wallets et en fait les intégrateurs on-chain au niveau de la liquidité RWA. Et après, vous avez même l'infrastructure comme Alpaca qui va permettre de faire en fait du broker, une infrastructure de broker pour les stocks on-chain. Alors ça va être énorme. Ça veut dire les stocks on-chain, ça veut dire quoi? Ça veut dire les actions boursières. Genre Tesla, Airbus, je dis des bêtises, hein, mais enfin voilà, ça veut dire que tout ce qui est aujourd'hui traditionnel en termes d'actifs qu'on voit sur la bourse mondiale, même le pétrole, par exemple, on va en parler après du pétrole, mais et ben ça, on pourra le retrouver peut-être justement sur l'infrastructure de type Alpaca à travers les partenariats avec Ondo Finance. Vous aurez la possibilité d'acheter des tokens, des actifs tokenisés liés au pétrole ou au blé, aux ressources naturelles ou aux actifs boursiers, etc. Voilà, et tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, leur objectif à Ondo Finance, je rappelle, c'est de lancer là dans les temps qui viennent leur plateforme, le Ondo Global Market, qui n'est pas encore sorti. Donc notre plateforme, hein, je lis, hein, qui apporte en fait justement tous les ETF, les actifs boursiers américains. Donc pour l'instant, ils vont s'attaquer au marché boursier américain uniquement, pour le moment en tout cas, et les fonds mutuels sur la plateforme on-chain pour les investisseurs non américains. Donc nous sommes excités de travailler ensemble pour sortir en fait Wall Street 2.0 et que ça devienne une réalité. Voilà, donc franchement, c'est, je sais pas comment dire à quel point c'est une folie ce qu'on est en train de vivre en termes d'opportunités d'investissement. Mais voilà quoi.
Il est en train d'assister devant les yeux à une révolution carrément de la finance telle qu'on la connaît. Allez, je continue, toujours avec Hondo Finance, avec d'autres petits tweets et articles. Là, j'ai aussi un tweet de Hondo Finance, donc ce momentum quelque part devrait continuer puisqu'ils font référence à un article de CoinGecko, un rapport pardon, de CoinGecko sur l'évolution du marché tokenisé au niveau mondial. Et regardez, donc la note, c'est en fait le market cap des bons du trésor quelque part américains tokenisés en fait sont montés à 4,7 milliards de dollars, soit une évolution de 544,8% depuis le début 2024. Donc on voit bien que depuis 2024, depuis l'arrivée des ETF, Bitcoin, Ethereum, Spot sur le marché et depuis l'arrivée des institutionnels accompagnés, donc avec l'arrivée de ces ETF, eh bien on a une explosion nucléaire en fait de l'intérêt sur même le RWA et donc les bons du trésor américains, etc. Voilà. Donc, et on voit bien que Hondo Finance travaille avec les top contributeurs, donc comme BlackRock et Franklin Templeton, donc les gestionnaires d'actifs là-dessus. Et donc, ils vont dire, hein, dans ce rapport, en fait, ce que dit CoinGecko, eh bien, ils disent que ça va continuer, même s'accélérer dans les années qui viennent, avec justement l'intérêt des institutionnels sur le marché, et même des particuliers qui vont de plus en plus être contraints, quelque part, d'accéder à ce marché-là. Et donc, on voit bien, ouais, le graphique, c'est ça. Le graphique est très parlant. Donc, on voit l'évolution depuis 2024, ça n'a pas cessé d'exploser. C'est même sur la courbe, c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Clairement, c'est pas une courbe linéaire, hein. C'est une courbe exponentielle. Et donc, les plus gros pontes là-dedans, on voit bien que c'est Hondo Finance en deuxième position derrière le fonds Buidel de BlackRock, vous savez, avec BlackRock toujours là, quoi. Mais on voit que là, Hondo Finance est en termes de capitaux injectés sur les bons du trésor américains, c'est là où c'est étonnant, entre Franklin Templeton et BlackRock et leur fonds Buidel. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que Hondo Finance est sorti de nulle part. Je vous rappelle, hein. C'est-à-dire que BlackRock, effectivement, c'est normal, soit number one, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs et le plus connu au monde. Donc clairement, c'est un peu normal qu'il capte le plus de fonds. Et Franklin Templeton, c'est un des plus gros gestionnaires d'actifs également au niveau mondial. Et pourtant, Hondo Finance est devant Franklin Templeton. C'est ça que c'est incroyable. Donc pour vous dire la puissance un petit peu de ce projet-là, Hondo Finance, moi je dis on va en entendre parler. Et ce pendant très longtemps. Bon. Voilà. Allez, je continue. Cette fois, je passe à XRP, vous savez, et Ripple également. Donc là, on a, ça y est, un petit partenariat avec Alchemy Pay. Alors, je vous ai jamais parlé de Alchemy Pay, mais c'est vrai que c'est un projet très intéressant aussi, tout simplement parce que Alchemy Pay, c'est un peu l'équivalent peut-être du XRP, mais plutôt en Asie. Donc, Alchemy Pay est fier donc d'annoncer son partenariat avec Ripple pour mettre en place en fait l'accès au RLUSD, c'est-à-dire le stablecoin de Ripple, sur quelque part son infrastructure. Donc ça rend avec Alchemy Pay en fait, ça rend la possibilité d'utiliser le Ripple USD, enfin le RLUSD, dans plus de 173 pays. Alchemy Pay, c'est une infrastructure de paiement, mais ils ont également, je rappelle, Alchemy Pay leur propre crypto-monnaie. Bon, donc on va vraiment, vous voyez que Ripple et le XRP, avec tous les partenariats qu'ils font aujourd'hui, même je vous la semaine dernière avec les partenariats, eh bien, ils sont en train de tisser leur toile d'araignée. Et on est en train d'assister avec les partenariats entre notamment Hondo Finance, même avec Chainlink, des bons du trésor américains, machin. On voit bien qu'on a une toile d'araignée qui est en train de se refermer au niveau mondial et que tous ces acteurs-là intéressants, importants, sont en train vraiment de s'allier pour construire l'écosystème 2.0 de la finance telle qu'on la connaissait. Donc on voit vraiment tout en train de changer là, on est en train d'assister à une bascule du monde au niveau économique, surtout que là j'ai un article de Cointelegraph, comme vous pouvez voir ici, bullish, un Bloomberg analyse, donc les analystes de Bloomberg ont estimé que l'approbation en fait et l'arrivée des ETF sur tout ce qui est Litecoin, Solana, XRP, Dogecoin, ADA, DOT, HBAR et AVAX sont désormais à plus de 90% pour cette année. Voilà, donc d'ici la fin de l'année, on devrait avoir l'arrivée de tous ces ETF-là sur le marché. Et là... Et là, on devrait peut-être assister avec
à des capitaux qui cette fois vont s'injecter non plus uniquement sur Ethereum et Bitcoin, mais également sur l'ensemble du marché des altcoins avec le top 100 des projets. Je dis bien le top 100 des projets sur le CoinMarketCap que vous voyez ici et tout. Voilà, bref. Donc, est-ce que ça va être le déclencheur? Ça, je suis très curieux de voir, je ne sais pas, hein, clairement. Mais je ne serais pas surpris non plus que ce soit le top déclencheur de la alt season. Enfin, j'espère en tout cas, hein, comme vous, hein. J'imagine cet aspect-là. Bon, allez, je continue toujours sur Ripple, le XRP. Là, j'ai un article de journalducoin.com. Ripple, record historique de baleine avec 2700 wallets à plus de 1 million de XRP. Exactement comme le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe sur le XRP? Eh bien, on a les particuliers qui vendent et les institutionnels qui achètent. Tout simplement. Donc, c'est toujours la même histoire. Sur les projets fondamentaux, quand vous avez compris, d'où l'importance vraiment de comprendre sur quoi vous investissez, c'est que même si ça baisse, vous n'êtes pas sujet à l'émotion, ou du moins pas à la même émotion que quelqu'un qui ne connaît pas le marché, qui ne sait pas sur quoi il investit, et on lui a juste dit d'investir sur le XRP parce que c'est un bon projet, c'est tout. Mais du coup, aux moindres variations, eh bien, ce sera comme la personne ne sait pas sur quoi elle a investi, qu'elle ne croit pas réellement au projet, eh bien, elle va vendre, elle va perdre. Parce que du coup, quand vous vendez en perte, c'est pas une bonne idée. Généralement, il vaut mieux attendre, ou alors, sauf si vous êtes sûr que le projet n'est plus viable, en fait. Mais là, il faut connaître le projet pour avoir cette capacité, en fait, de mouvement sur ses propres investissements. Bon. Et donc là, j'ai un autre article de journalducoin.com, ETF XRP, un fonds sur la crypto de Ripple est lancé à la bourse de Toronto, Canada. Donc là, ce qui est marrant, c'est que on a plus d'ETF XRP à l'étranger, c'est-à-dire hors États-Unis. Je rappelle que Ripple et le XRP, c'est un projet américain, que aux États-Unis avec la SEC. Donc là, on croit rêver. Donc à ce rythme-là, tout le monde aura un ETF XRP, sauf les États-Unis. Bref, mais pour vous dire, l'intérêt vraiment que portent les institutionnels mondiaux sur le XRP, c'est pas négligeable du tout, vous l'avez compris. Donc je continue aussi, donc là avec plus le RWA et l'actualité crypto plus générale, donc cryptost.fr, vous voyez, avec son cadre MiCA, l'Europe pourrait devenir une simple zone de survol crypto entre les États-Unis et l'Asie. Mais oui, bah voilà. C'est-à-dire que là, on est en train de constater un peu les dégâts déjà, c'est qu'il y a de moins en moins d'institutionnels, ou surtout d'entreprises, qui investissent des moyens en Europe pour créer des infrastructures Web3 ou crypto, tout trop contraignant au niveau, en fait, des fonds investis, des investissements à mettre en place au niveau administratif. Déjà, moi, rien que pour les entreprises, je l'ai vu, il faut passer, vous savez, en France, quand vous voulez créer une société, il faut passer par le guichet unique qui s'appelle l'INPI. Mais je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Le site, il bug une fois sur deux. C'est administrativement une fois, après sur deux, encore une fois que vous avez validé, vous êtes arrivé au bout du formulaire, eh bien, soit ça plante, de fou. Donc vraiment, je ne rigole pas. C'est vraiment ça. Et c'est archétype, c'est français, quoi. Et si ça plante pas, après, on vous demande des modifications parce que du coup, comme vous n'avez pas forcément bien compris, que c'est pas forcément bien expliqué, ben, il y a des trucs à régulariser. Et donc c'est payant, hein, bien sûr, si vous payez à chaque fois, hein, forcément, oui. Et derrière, c'est pas fini, c'est-à-dire que tous les organismes qui sont au sein du NPI, qui fait le guichet unique, eh bien, demandent de nouvelles choses et tout. Donc vous passez en fait plus de temps pour des fois des petites broutilles pour votre société, au niveau administratif, à faire le ping-pong, à appeler les organismes, les machins, les greffes et tout pour faire les modifications, qu'à vraiment bosser sur votre société, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est juste la France, et c'est pour des petites choses, c'est-à-dire à l'échelle d'autres entreprises, voilà, mais j'imagine même pas à l'échelle européenne, ça va être avec la loi MiCA, avec un cadre en plus crypto qui est nouveau, je préfère même pas imaginer le bordel administratif pour les entreprises du type plateforme exchange ou genre Binance et compagnie, les mesures qu'ils doivent mettre en place, ça doit être une folie. Vraiment, rien que de voir le cahier des charges, je pense qu'il y en a plein qui font demi-tour, quoi. Voilà, donc ça m'étonne pas du tout, ça m'étonnerait pas du tout que ce soit ce genre de choses. Et donc, on va se retrouver avec des infrastructures, en fait, tout simplement, sans compter les impôts, hein, bien sûr, j'avais oublié de parler de ça, les taxes et les impôts, hein. Quand vous voulez travailler en Europe, forcément, ça te dégoûte un peu. Mais du coup, tout ça accumulé fait que nous, on va être une zone de no man's land, on va revenir à l'âge de pierre, quoi. Tout le monde sera avec l'intelligence artificielle, nous, on sera en train d'utiliser le matos des autres, et on n'aura rien compris à rien, comme d'hab. Voilà, ça c'est l'Europe, de toute façon. On est champion de la technocrature, clairement.
Bon, allez, je continue, toujours en crypto. Donc, un article de cointribune.com, JP Morgan adopte la blockchain Base pour son jeton de dépôt JPMD. Voilà. Donc, JP Morgan Chase concrétise enfin ses ambitions de crypto avec le lancement du token JPMD. Voilà, donc ça y est, les banques commencent même à créer leurs propres jetons, leur propre crypto-monnaie. Là aussi, ça devient quand même du délire. Alors, quand on pense que il y a 5 ans, 10 ans, ils faisaient la crypto-monnaie, surtout n'y allez pas, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde quand même. Mais bon. Allez, dernier petit article pour la route au niveau de Cointelegraph France. Visa accélère son offensive crypto sur le continent africain. Donc Yellow Card prévoit de lancer cette année des paiements en stablecoin avec Visa dans au moins un pays africain dans un contexte marqué par les difficultés d'accès au dollar américain. Voilà. Donc on voit bien que la révolution de la finance telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est inarrêtable parce que contrairement au réseau SWIFT bancaire qui ne permet pas l'accès aux Africains, et bien justement d'accéder des comptes bancaires forcément facilement avec des paiements transfrontaliers efficient, et bien là, avec la crypto-monnaie et les paiements transfrontaliers et la blockchain, et bien ça, c'est fini. Et il n'y aura plus ces difficultés-là et la barrière d'accès, même en microcrédit, tout ça, pour notamment les Africains. C'est vrai qu'on parfois des situations très compliquées, chaotiques, on le sait, hein, dans leur pays, pour accéder aux banques, quelque part, ou à un compte bancaire. Donc tout ça fait qu'on est en train vraiment de... Et donc ça montre aussi qu'il y a un marché là, qui est émergent, même en Afrique, avec c'est un marché de plusieurs trillions de dollars, là aussi. Parce que des microcrédits multipliés par, je sais pas comment ils sont en Afrique, mais peut-être 2 milliards de personnes, ben voilà, vous faites le calcul, ça va très vite. Bon. Donc pas négligeable là non plus. Donc c'est pour ça que la crypto-monnaie, pour moi, aujourd'hui, c'est bien plus que uniquement le Bitcoin et uniquement investir pour, en gros, s'enrichir. Ça va bien plus loin, ça va sur la diversification déjà de son portefeuille, ça va sur de l'investissement qui permet de protéger en fait son épargne de l'inflation, mais également de révolutionner en fait au niveau technologique la finance traditionnelle telle qu'on la connaît pour améliorer aussi, même dans des pays qui n'ont pas les mêmes moyens, justement l'accès à plein de choses. Donc c'est une bonne chose, une bonne chose. Bon, maintenant, en termes de moins bonnes choses, moins bonnes nouvelles, je passe aux actualités économiques. Et là, vous allez voir Le Monde. En direct, Iran-Israël, vous voyez, aujourd'hui, 14h45, les États-Unis détaillent leur frappe sur les 3 sites nucléaires iraniens, bombes pénétrantes et bombardiers leur. Bon. Donc, lors d'une conférence de presse au Pentagone, le général Don Kane a décrit l'opération Midnight Hammer, donc ce marteau de minuit. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a de son côté assuré dimanche que les bombardements américains ont dévasté le programme nucléaire iranien. Bon, grand bien à leur face à tous ces gens d'avoir, bon, pourquoi pas, d'avoir refoutu le bordel au niveau mondial, hein, avec la 3e guerre mondiale en perspective. C'est génial, vraiment une bonne nouvelle, hein, comme il le déclare. Bref. Donc, vous avez compris que là, on voit bien que chez Trump, je sais pas ce qui se passe, mais il revient totalement sur son programme, en fait, quelque part. Et ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il a même mis des gens en place qu'il est déjà en train de désavouer, quelque part, et notamment, donc, Tulsi Gabbard, notamment, voilà, mon PC bug, mais c'est pas grave, donc voilà, un article de Reuters, Trump, en fait, désavoue, donc l'espion en chef, c'est-à-dire Tulsi Gabbard, sur en fait son avis sur le programme nucléaire iranien. C'est-à-dire que Tulsi Gabbard, donc en fait la chef de la CIA quelque part, que Trump a lui-même mis en place là il y a quelques mois, eh bien a déclaré tout simplement qu'il n'y avait pas vraiment de programme nucléaire iranien militaire. En tout cas pour le moment, qu'il n'était pas du tout abouti. Après, on sait pas tout, hein. Et donc du coup, lui, il a carrément Trump désavoué en public, en disant non, en gros, donc à voir, elle va se faire virer autant. Mais enfin, on voit que là, en un mois, depuis les révélations d'Elon Musk, c'est là en fait ça me fait dire qu'il s'est passé quelque chose. Depuis le pétage de câble de Elon Musk, la Maison Blanche, et qu'ils sont échangés des tirs interposés par Twitter, et que surtout que Elon Musk a balancé quand même que Trump avait été voir Epstein, était bon ami avec Epstein et sur les îles, depuis quand même, on retrouve plus le même Trump qu'on avait connu il y a 3 mois, quoi, 3-4 mois. Avec
avec une détermination quand même autre que les anciens présidents. Donc, on peut se poser beaucoup de questions. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les théories fumeuses, hasardeuses ou même réalistes hein, à ce niveau-là. Mais il se passe des choses quand même. On voit qu'il se passe des choses là-bas à la Maison-Blanche et peut-être avec l'État profond. Bon, il se passe des choses avec l'État profond parce qu'on dirait que l'État profond a repris la main quelque part, et notamment avec ses liens avec Israël, tout ça. Bon. Donc après, je suis pas du tout expert là-dedans en géopolitique, donc je vais laisser les autres youtubeurs qui sont peut-être plus experts là-dedans. Mais en tout cas, moi, ça m'interpelle. Voilà, ça que je voulais dire, c'est que ça m'interpelle quand même ce revirement de situation, comme si Trump en fait avait deux personnalités différentes dans un même corps. C'est assez incroyable. Bon, allez, je continue. Donc là, avec un article de latribune.fr. Donc la Fed prévoit toujours 2 baisses de taux en 2025. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, parce que c'était avant, en fait, vous avez compris, que Trump et que les États-Unis attaquent l'Iran. Alors après, il faut voir comment ça va évoluer, cette attaque. Est-ce que c'est juste 3 attaques, et puis après, on n'entend plus parler, et puis les États-Unis, ils retirent leurs navires, leur force de frappe et bye bye l'Iran, en gros ils ont juste fait ça pour le marketing, c'est possible, hein. Ou est-ce qu'il va y avoir des représailles de l'Iran qui pourraient tenter de couper, de faire un blocus du détroit d'Ormuz, là où il y a 20% quand même de tout le trafic pétrolier mondial qui circule. Donc s'ils font ça, vous imaginez même pas le baril de pétrole, hein. Là le baril de pétrole c'est plus 70 $, c'est 150 $ d'un coup, hein. Là, je vous le dis. Et là, on retrouverait des niveaux de guerre Russie-Ukraine, quoi. Bon, au niveau du baril de pétrole, et donc une inflation, vous l'avez compris, qui exploserait à la hausse partout dans le monde. Voilà, pour le coup, c'est clair. Bon, donc la Fed qui prévoit toujours de baisse des taux, ça, du coup, ça va dépendre de l'évolution géopolitique là-dessus. Et si c'est le bordel, la Fed, si l'inflation repart à la hausse, même pas en rêve, elle baissera ses taux, ce serait contre-productif. Par contre, si ça se calme et que tout le monde en reste là sur les frappes, qu'il n'y a pas de riposte iranienne ou que ça s'engrange pas et ça reste vraiment un conflit localisé Israël-Iran, bon, ça pourra, oui, on pourra avoir une baisse des taux et donc ce serait une bonne nouvelle pour les marchés puisque là, c'est vrai que le marché, en tout cas américain, est plutôt comprimé à cause des taux directeurs très élevés au niveau de la Banque fédérale américaine. Bon. Donc ça aussi, c'est plutôt important à observer, on va surveiller tout ça. Bon. Et puis c'est vrai que là, on n'en parle plus du tout, hein, c'est passé à la trappe, mais il y a aussi le conflit Inde-Pakistan, quoi. Bon, on n'en parle plus, mais il est toujours là. Et effectivement, là, dans l'article de Bloomberg, donc l'Inde ne restaurera pas, en fait, vous savez, le pacte de partage de l'eau avec le Pakistan. Et ça, c'est un ponte, un haut fonctionnaire indien qui l'a déclaré. Donc là, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que ça veut dire qu'on est vraiment à deux doigts d'un embrasement général au Moyen-Orient, donc avec l'Iran, l'Israël, vous l'avez compris, le Pakistan et l'Inde, et là, en plus, le Pakistan a l'arme nucléaire. Donc là, ça change la donne quand même, parce que l'Iran n'a pas vraiment l'arme nucléaire, ou alors elle l'a, mais visiblement, elle l'a plus, ils ont été bombardés, et que les États-Unis ont bombardé 3 sites nucléaires, donc visiblement, si elle l'avait, je pense qu'elle l'a peut-être plus. Bon, l'Israël a... Ok, mais Israël n'utilisera pas l'arme nucléaire contre des pays qui n'ont pas l'arme nucléaire. Bon. Donc tout ça fait que on voit que c'est très instable quand même au Moyen-Orient, il suffit de pas grand-chose pour que ça dégénère totalement, surtout que le Pakistan a menacé Israël et même les États-Unis d'aider l'Iran. Je rappelle que le Pakistan a même livré des armes à l'Iran, je crois des milliers d'obus, quelque chose comme ça, à l'Iran, en représailles aux menaces des Américains. Donc c'est vraiment n'importe quoi qui est en train de se passer, mais bon, de toute façon on n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Donc là, je vais vous montrer les courbes du prix du baril de pétrole, donc c'est pas folichon, mais ça a baissé un peu. Ouais. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que ça commence à rebaisser un petit peu, mais bon, ça reste très haut quand même par rapport au mois dernier. Je rappelle, hein, c'est-à-dire que là, on est autour des 75 $ le baril, ça va. C'est-à-dire, on a connu vraiment pire. On a connu un x2. Hein. Je rappelle quand il y a eu la guerre Russie-Ukraine, c'était un baril de pétrole qui était vers les 140 $, 130, 140 $. Donc là, on voit quand même, bon, on a atteint un petit pic vers les 80 $, mais là, on voit qu'on rebaisse un petit peu. Alors, est-ce que là, la frappe
des États-Unis contre l'Iran, ça va tout dépendre vraiment si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz ou pas. S'il ferme le détroit d'Ormuz, là vous pouvez voir qu'on va avoir une ligne droite vers le haut, c'est sûr à 100%. Mais s'ils le font pas, si ça se calme, alors on aura peut-être effectivement une baisse des cours du pétrole prononcée pour revenir vers des taux vers 60 $, 50 $. Ce serait bien. Ce serait bien. Bon, mais pour vous dire un petit peu la situation dans laquelle on est, ensuite vous avez forcément les bourses qui ont été impactées, les bourses mondiales, donc vous avez le CAC 40, là je vous ai sorti le S&P 500, le Nikkei et Euronext, et regardez que là sur 5 jours, et bien sans surprise, qui c'est qui remporte la palme de la plus mauvaise performance? Et bien c'est le CAC 40, voilà, la bourse française, nous on est les champions du monde. Après vous avez le S&P 500, le Nikkei et Euronext, donc là où c'est vraiment quand même impressionnant, c'est quand même le fait que Euronext, du coup c'est la bourse, je rappelle, européenne, donc qui rassemble les plus grosses bourses d'Europe, et donc Euronext a fait une belle performance de 1,4%, alors que nous, la France, qui faisons partie de l'Union européenne, qui donc normalement devrions profiter de la tendance générale européenne, eh bien on a la baisse, on a moins 1,73%, quoi. On a fait l'opposé des bourses globales européennes. C'est normal ça? Non, c'est pas normal. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème même au niveau français, quoi. Et donc je sais pas moi comme ça, c'est sur 5 jours. Après si je fais sur un mois, regardez sur un mois c'est pareil. Sur un mois, nous on a moins 3,49% au niveau du CAC 40, alors que le S&P 500, le Nikkei japonais est à la hausse, et l'Euronext à moins 0,41%. Donc on voit que nous on est vraiment les vilains canards, même au niveau de la bourse française, au niveau mondial, quoi. Là aussi, ça devrait interpeller. Et après, regardez-moi ça, le CAC 40, donc 4,36% sur 6 mois, le S&P 500 un peu moins, Nikkei japonais un peu moins, et l'Euronext plus 36%. Voilà. Donc là aussi, ça devrait interpeller quand même ce qui se passe en Europe, en termes de différentiel au niveau des bourses européennes et même de la bourse française, quoi. Pas bon du tout. Et enfin, donc là, le cours de l'euro par rapport au dollar, donc là en spot, plutôt intéressant dans le sens où le dollar continue de chuter en fait. Et vous voyez que là, ça c'est la bonne nouvelle pour nous, l'euro continue de monter. Donc on voit bien que sur 3 mois, regardez, on a fait un rampage, on est vraiment à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps, tout simplement parce que le dollar est en train de s'affaiblir comme jamais, tout simplement. Donc c'est pas l'euro en fait qui vraiment prend le pas sur le dollar, c'est vraiment le dollar qui chute avec une volonté que Trump avait déclarée, que sa volonté c'était même de faire chuter le dollar. On avait déjà parlé dans la précédente vidéo. Et ensuite, le cours de l'or par rapport à l'euro, cette fois, et là, regardez, le cours de l'or est toujours à peu près au même niveau. On a un range, vous voyez, entre les 96, comme vous pouvez voir ici, qu'on a atteint la semaine dernière, en début de semaine dernière, et les 90, on va dire, grammes le kilo, 20 grammes d'or, 24 carats plutôt. Donc on voit bien que sur 3 mois, je vais vous montrer un petit peu, on va voir ce range un petit peu plus prolongé sur 3 mois. C'est vraiment taper le yo-yo dans ce range. Et dès que ça dépasse les 96 € le gramme, et bim, ça repasse directement à la baisse. Et si ça repasse sous les 90, là aussi, ça repart vers le haut. Donc on voit qu'il y a une petite manipulation en cours, en fait, du prix de l'or. Mais je pense que là, ça va dépendre aussi de l'Iran, de l'Israël, des États-Unis. Si vous avez le détroit d'Ormuz qui est fermé, vous pouvez être sûr que l'or va repartir à la hausse, clairement, parce que là, deux doigts de la Troisième Guerre mondiale, c'est le cas, parce qu'après, il faudra voir les répercussions. C'est-à-dire que si l'Iran fait le blocus d'Ormuz, les États-Unis vont peut-être pas laisser faire. La Russie, la Chine non plus. Ne seraient pas très contents, donc ça va arranger personne. Donc on va avoir des pays qui vont peut-être s'interposer, et c'est là où ça peut dégénérer vraiment en conflit mondial. C'est le seul truc que je crains un peu moi là-dessus. C'est l'embrasement général à cause du pétrole derrière, en fait. C'est même pas vraiment l'Israël, l'Iran, c'est vraiment le pétrole, la ressource naturelle qui peut tout faire changer. Bon, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous voyez, j'ai fini la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, appris des choses. À mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez un peu de tout ça, quel que soit le sujet. Et puis sinon, je vous dis
À la semaine prochaine, je fais la bise, ciao, à bientôt.